BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Voilà le Club de la Bourse qui reprend avec nos invités, Sébastien Lemonnier chez Mansartis et Emmanuel Soupre chez Neuflize OBC Investissement. Messieurs, la question est de savoir maintenant ce que l'on fait, comment on va naviguer déjà pour les quelques jours qui nous restent sur 2014 et pour 2015 dans cet environnement que l'on sait enclin de questions et d'interrogations. Pour le coup, Sébastien, le grand rendez-vous de la Banque Centrale Européenne le 22, la remontée des taux américains, ça sera plus tard bien sûr, le dossier russo-ukrainien, la Grèce qui pourrait revenir sur le devant de l'actualité. Voilà, comment on manœuvre au milieu de cette... Et le pétrole. Et le pétrole, bien sûr. Et les pays émergents. Voilà. Non, plus les émergents, dont on parle assez peu, mais oui, voilà. C'est un environnement compliqué. Après, moi j'ai la chance chez Mansartis, on a une approche qui est vraiment tournée vers nos clients. Sur une approche patrimoniale. Donc c'est vrai que moi je gère un fonds sans aucune contrainte par rapport à un indice. Donc je favorise déjà ce que j'arrive à comprendre. Donc déjà ça fait un tri parce que mon cerveau est peut-être pas assez intelligent pour comprendre tout. Et puis il y a finalement, à force de trop réfléchir aussi sur ces scénarios macroéconomiques, etc., on perd un peu la boule en quelque sorte, et c'est un peu ce qu'on peut appeler quand l'investisseur subit un peu les bruits de marché, où tout à l'heure on le disait, justement l'investisseur reçoit beaucoup d'informations. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est justement trouver la bonne information ou bien l'interpréter, mais à force aussi de faire des interprétations, on va un peu dans tous les sens. Donc nous, notre ligne de conduite, c'est toujours la même. On choisit plutôt les sociétés qui sont fondamentalement solides, mais qui à un moment donné sont délaissées de façon peut-être injustifiée par les investisseurs. Donc parmi les baisses tout à l'heure qui étaient citées, clairement un acteur comme Tesco, même si c'est pas très cher, pour moi structurellement il y a un vrai problème. Je ne sais pas si la pérennité vraiment de l'activité sera toujours là. À l'inverse d'autres acteurs où je suis assez fan du ciment par exemple, je sais que du ciment on en aura toujours besoin, qu'on a des acteurs qui sont en train de se rationaliser, qui ont justement plutôt des bonnes marges déjà aujourd'hui, alors que les effets volume, on le sait, la construction est quand même pas dingue, notamment en Europe, même si ça repart dans certains pays. Et puis l'avantage du ciment, même si ça peut paraître très cyclique, il y a normalement, si les acteurs sont bien gérés, moi de mes préférés c'est Vicat, si vous êtes sur une zone géographique où vous avez peu de concurrents, comme le ciment c'est un produit lourd qui voyage peu au-delà de 200 km, vous avez une sorte de pricing power. Donc privilégier en quelque sorte cette thématique peut être à mon avis intéressante, parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même une mode un petit peu à favoriser les sociétés défensives, les sociétés cycliques. Moi, je trouve pour beaucoup aujourd'hui ont été totalement délaissées. Le mouvement qui a été opéré sur les marchés pendant l'été a quand même été très violent. Si on reprend le cas aussi de Tarkett, c'est un bon exemple de société où déjà les investisseurs, après une introduction en bourse, quand il y a des déceptions, ils aiment vraiment pas. Là, en plus, il y a des déceptions qui sont liées à la Russie, qui représentent entre 35-45% sur la zone du CEI, résultat opérationnel. Voilà. Moi, la semaine dernière, j'ai fait un petit exercice sur cette société parce que, en fait, ces problèmes sont que liés à son environnement. C'est pas du tout lié à la société qui fait plutôt des bonnes choses en termes d'acquisition, en termes de redressement des marges. Et j'ai fait un exercice en mettant tout simplement la rentabilité de la Russie à zéro, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de coûts de fermeture vu la façon dont le métier est exercé là-bas. On est à 9,5 fois le résultat opérationnel. Donc je pense pas que la Russie vaille zéro sur un environnement normalisé. Je suis pas sûr que qu'il y ait un scénario totalement catastrophe. Et donc je me dis tiens, à un moment donné, le marché est excessif. Alors après, il faut être relativement prudent. Il faut pas rentrer trop vite sur les titres. C'est là où il faut être capable de supporter les caprices éventuellement de Monsieur Marché. Mais sur une approche justement prudente, patrimoniale, c'est justement des cas parfaits pour saisir des opportunités qui peuvent être très intéressantes pour l'investisseur justement discipliné, qui écoute un petit peu les bruits de marché, mais qui ne se focalise pas que sur les bruits de marché, mais qui a sa ligne de conduite fondamentale. Alors Emmanuel, même question. Voilà, est-ce que vous dites qu'à ces niveaux, le marché mérite qu'on s'intéresse à certaines valeurs, voilà, particulièrement délaissées ou qui pourraient offrir des perspectives de Alors déjà, quels que soient les niveaux, le marché mérite qu'on s'y intéresse parce qu'il y a toujours des histoires qui méritent d'être vécues et accompagnées. Mon confrère disait que une démarche patrimoniale. La démarche patrimoniale, ça veut dire qu'on a une notion du temps qui est celle de l'infini et de la robustesse. Donc, ce que l'on se dit, c'est que l'on place, on ne sait pas exactement à quel moment on retirera les billes, mais en tout cas, on place avec l'idée que de toute façon, on sera immune contre un minimum de risque ou contre un maximum de pénalités.
Et donc, ce que l'on cherche à faire, c'est à trouver soit des sociétés qui donnent beaucoup de visibilité, même si elles sont cycliques, parce qu'elles ont des technologies, etc. Donc, tout ce qui est capable d'apporter de la visibilité mérite d'être retenu. Et on s'aperçoit que malheureusement, la visibilité n'appartient pas à tous les secteurs d'activité ou à toutes les entreprises. Ensuite, donc, à partir de ce moment-là, on est dans la constitution de portefeuilles qui ont la capacité d'être sous le soleil comme sous les orages les plus violents avec le maximum d'efficacité. Et on va chercher la croissance là où elle est. Alors, tout à l'heure, on disait il y a des sociétés qui déçoivent, il y a des sociétés qui ne sont pas capables de présenter des chiffres de bonne qualité. Le schéma dans lequel on est aujourd'hui est un schéma qui, pour faire très simple, on est aujourd'hui devant une perspective qui est très inconfortable pour la plupart des gens, qui est celle du zéro croissance, zéro taux d'intérêt, niveau zéro des taux d'intérêt, et puis zéro inflation. Ce sont des hypothèses de travail que l'on n'a pas connues historiquement. En tout cas, la mémoire des gens ne leur permet pas de faire une référence au passé pour pouvoir se dire « Ah ben dans ces cas-là, ça se passe comme ceci et comme cela ». Effectivement, il y a 15 ans, on était dans un schéma qui était non pas frustrant comme celui d'aujourd'hui, mais particulièrement confortable, quand bien même on avait des crises, on s'inquiétait à certains moments, etc. On avait, quand on voyait les entreprises, elles nous disaient, voilà, je vais avoir une croissance à double digit, donc grosso modo au-delà des 10% de croissance en nominal des chiffres d'affaires ou des résultats. Aujourd'hui, quand vous rencontrez les sociétés, elles vous disent low single digit, c'est-à-dire que grosso modo, elles flirtent avec le niveau zéro. Et donc, on comprend tout à fait la perplexité du marché ou la perplexité des intervenants. Pour quelle raison, la question elle est simple, pour quelle raison investir dans une société si elle ne vous offre aucune perspective de croissance? Donc, tant que vous ne répondez pas à cette question qui est très simple, à ce moment-là, vous calez. Parce qu'il faut bien placer son argent quelque part. Absolument. Alors, il faut le placer. Donc, il y a tout de même des tendances qui sont très lourdes, qui donnent de la visibilité. Moi, j'emploie souvent l'expression de dire quelle est la capacité d'une entreprise à nous présenter un schéma intéressant pour dans 5 ans. Quand vous parlez dans 5 ans, vous ne parlez pas forcément chiffres financiers, vous parlez progrès technique, vous parlez price leader, vous parlez numéro 1 mondial, vous parlez, etc. Vous abordez des thèmes qui sont des thèmes structurants qui ensuite se traduisent par des chiffres d'affaires et par des résultats. Donc en fait, il faut revenir... Ça existe ce type d'alien aujourd'hui? Mais bien entendu, il y en a beaucoup plus qu'on peut le penser. Je veux dire... quand on voit par exemple une société comme Ingenico qui a été une success story absolument remarquable cette année, projetez-vous il y a 5 ans. Est-ce que vous auriez pu soupçonner que cette société puisse obtenir des performances économiques et industrielles, j'ai pas dit boursières, économiques et industrielles, aussi sympathiques? Oui, parce que vous aviez des technologies éprouvées, parce que vous aviez un modèle stratégique qui est tout à fait reconnu. Vous pouvez dupliquer ce genre de réflexion sur d'autres sociétés. Quand vous prenez une société comme Orpea, on va prendre le secteur au sens large des maisons de retraite. Ok, on est en France, pour la majorité de l'activité, c'est pas très satisfaisant comme environnement global. Il suffit de consulter tous nos concitoyens. Mais personne ne conteste le fait qu'on a besoin de maisons de retraite. Donc on a tout de même de la croissance, quand bien même l'environnement général est absolument détestable et rend les gens particulièrement tristes. Vous pouvez le faire sur plein d'autres activités. Donc à chaque fois que vous procédez à une investigation, à un examen, je dirais très humble, des métiers qui sont faits et des outils et des investissements qui sont mis en place pour arriver à présenter cela, en général, en tout cas, vous avez un schéma de croissance qui est plus prononcé.
vous prenez l'informatique, vous avez exactement la même chose. Donc, le message à laisser à nos auditeurs et que nous appliquons, c'est quels sont les sentiers qui paraissent les plus porteurs de façon à ce qu'on puisse investir dessus, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Qu'il vente ou qu'il neige. Mais vous avez apparemment des idées, donc vous donnerez quelques idées de société. J'ai déjà noté hors pair, mais on a jusqu'à 18h pour voir cette liste exhaustive ou non exhaustive. On va aller au fixing, il est 17h30 sur BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Voilà, on refait la séance avec nos invités ici en plateau. Je vous rappelle qu'ils sont Sébastien Lemonnier, gérant au PCVM chez Mansartis, Emmanuel Soupre, directeur de la gestion Action chez Neuflize OBC Investissement. Et puis on va retrouver Nicolas Chiron qui est avec nous pour quelques instants. Nicolas Chiron, analyste devise Daily FXCM. Nicolas, ce marché qui ne veut pas mourir, mais ça n'est pas le seul fait marquant du jour. Léger rebond de l'euro face au dollar à la veille d'un nouveau rendez-vous en Grèce pour le coup, Nicolas. Effectivement, l'euro avait inscrit un nouveau plus bas annuel vendredi, sous les 1,23. Il avait glissé sous ce seuil. Néanmoins, je mettais en avant déjà ce matin sur BFM le seuil des 1,2230. C'est un seuil d'importance. Les analystes graphiques, en fait, regardent l'euro-dollar à long terme avec la moyenne mobile à 200 mois. Elle matérialise le point bas de 2010, elle matérialise le point bas de 2012 et nous avons ouvert en fait dessus ce matin, enfin cette nuit, à 1,2220. Depuis, l'euro est légèrement recherché. Je dirais que ce sont à court terme de simples positions spéculatives sur le dossier grec sur lequel nous aurons plus d'informations demain. Donc sur le marché des changes, c'est une séance relativement calme et on voit encore les effets baissiers aussi du pétrole qui font baisser le dollar canadien. Voilà pour l'échange, ce qui se passe. Oui, voilà effectivement ce qui se passe pour ces journées effectivement assez calmes. Sur la Grèce, messieurs, est-ce que vous considérez que c'est un non-sujet ou tout peut être réglé le 29 lors du troisième tour? Ça ne sera pas pour demain, apparemment il y a un deuxième tour dans les heures qui viennent. Mais ça pourrait être réglé d'ici le 29 septembre. On le souhaite. Oui, alors l'attitude que nous avons par rapport à l'élection grecque, c'est que on préfère être patient. Nous ne cherchons pas à nous positionner en disant le candidat du gouvernement va passer ou c'est l'opposition qui va faire que de toute façon on ne pourra pas dégager une majorité et donc on ira vers de nouvelles élections. Tous ces phénomènes-là ont été perturbants cette année. L'Ukraine, la Grèce, on a eu tous ces éléments-là et en fait ça nous a permis de constater qu'il fallait revenir vers les fondamentaux de nos investissements. C'est-à-dire les entreprises, elles continuent de vendre des logiciels, des voitures, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a des perturbations, mais néanmoins, c'est ça ce qu'il faut regarder d'abord. Alors, on sait très bien que ce sont des facteurs de perturbation qui sont importants, mais de les jouer est quelque chose d'extrêmement compliqué et on risque de prendre, selon notre propre expression, l'expression de tous les gérants de la planète, la porte de saloon. Et donc, plutôt que de prendre la porte de saloon, il vaut mieux s'en tenir à ce qui fait l'essence même de notre métier, c'est choisir des entreprises, essayer de détecter quelles sont les pistes et les tendances de long terme. Il y en a, la démographie est là pour l'expliquer, la tendance à l'augmentation des pouvoirs d'achat dans le monde entier l'est aussi, etc., etc. La consommation énergétique. Alors, la seule vraie bonne nouvelle cette année, les deux vraies bonnes nouvelles, c'est le dollar et surtout le pétrole qui redonne du pouvoir d'achat à des gens qui, manifestement, en ont bien besoin. Donc le monde entier profite de cela. C'est vrai que ça pénalise les pays producteurs, à commencer par la Russie ou le Venezuela par exemple. Mais en tout cas, ça bénéficie tout de même à la planète et ceci constitue un acquis de croissance pour l'année prochaine qui sera bienvenu, quel que soit le schéma dans lequel on s'orientera et nous ne le savons pas encore définitivement. Sébastien, le pétrole, vous le voyez comme une bonne ou une mauvaise nouvelle, vous, voilà, selon la... Clairement, en Europe, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour vous. Alors c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plein d'arguments pour être optimiste, plein d'arguments pour être négatif. Donc les négatifs vont vous dire que la baisse du pétrole, ça augmente encore la problématique de déflation en Europe. Oui, peut-être. En même temps, du coup, ça augmente la probabilité que Draghi réagisse. Moi, surtout, ce que je vois, c'est que finalement, depuis 10 ans en Europe, on a une mauvaise inflation. C'était surtout une inflation matière première. J'ai pas en tête que
les prix des salaires aient beaucoup monté en France depuis 10 ans. Et donc justement le fait d'avoir un pétrole qui rebaisse, alors j'ai aucune idée de où sera le pétrole, d'ailleurs je trouvais ça très intéressant tout à l'heure le discours de Fabrice Brégier, donc à la tête d'Airbus, et c'est justement vraiment le paradoxe, et quand j'explique que quand il y a des excès de marché sur justement des choses temporaires, c'est une excellente opportunité pour l'investisseur qui peut avoir les reins solides pour lutter contre Monsieur Marché. Sur le pétrole, il n'y a pas si longtemps, tout le monde vous disait des chiffres aux alentours de $110, $120, et puis pourquoi pas $200. Et puis il y avait des extrapolations à l'infini. Aujourd'hui, on est dans un nouveau monde, a priori, qui a changé en quelque temps. Alors je dis pas que c'est pas forcément fondamental, mais en tout cas, a priori, structurellement, on commence à nous reparler de $50. Du coup, les compagnies aériennes vont arrêter de commander des avions, les majors vont arrêter de demander à Technip de faire des travaux d'exploration. Donc le monde change complètement. Pour l'investisseur rationnel fondamental, c'est des opportunités extraordinaires. Justement, comme le disait le PDG d'Airbus, mes clients vont continuer à renouveler leur flotte, vont continuer à gagner des gains de productivité. Où sera le pétrole demain? J'en sais rien, et je pense sincèrement que même s'il y a des gens très intelligents qui font beaucoup de prédictions, l'histoire montre que les prédictions ne sont jamais les bonnes. Et si je rajoute aux bonnes nouvelles qui ont été mentionnées tout à l'heure, je pense que la seule vraie bonne nouvelle, c'est que si on compare la même époque l'année dernière, il y avait quand même un sentiment d'optimisme qui était très fort, ce qui avait d'ailleurs tiré les marchés à la hausse pendant quelques mois. C'est souvent en général mauvaise nouvelle quand les investisseurs sont tous d'accord dans le même sens et surtout à la hausse. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Même si les marchés ont quand même monté cette année en Europe, même si c'est moins que les autres zones géographiques, il y a quand même une aversion au risque qui est relativement importante. Il y a beaucoup de doutes sur la croissance. Et donc ça laisse quoi comme opportunité? À mon sens, plus de probabilité d'avoir des bonnes surprises en 2015 que des mauvaises surprises. Alors il y aura sans doute encore des mauvaises nouvelles, puisqu'en effet l'environnement n'est pas rose. Mais c'est toujours un jeu aussi de probabilité, le marché anticipe. Et aujourd'hui le marché anticipe un environnement morose, il n'y a rien de très nouveau. En revanche, si on a des petits éléments qui s'accumulent comme l'euro, comme le pétrole, ça devient des bonnes surprises. Et les effets de change qui ont quand même pesé sur la moitié des avertissements sur résultats au premier semestre l'année dernière, ça va peut-être être l'effet inverse, avec en plus cette fois des effets de base qui vont être plutôt favorables. Regardez qui aurait dit effectivement qu'on en serait là sur le pétrole il y a encore 5-6 mois pour le coup, pareil sur l'euro après les interventions de Mario Draghi. On retrouve Nicolas quelques secondes quand même avant de se quitter. Nicolas, on retient de ce que nous avez dit depuis tout à l'heure globalement un discours assez optimiste déjà jusqu'à la fin 2014. Il y a encore quelques éléments en place pour un petit rallye pour vous Nicolas, clairement. Oui, vous savez que je ne suis pas quelqu'un de profondément optimiste pour les marchés. C'est pour ça, disons pour moi la zone 4500-4700 sur le CAC est une zone de vente de moyen long terme. Néanmoins, quand on voit que à cause d'une petite déstabilisation à court terme, on est allé se faire peur sous 4000 points, vous aviez pu constater donc que je plaidais à ce moment-là pour le rallye de Noël. Je dis pas qu'on va encore prendre 3 ou 4% en ligne droite. Je dis juste que shorter maintenant à la période de Noël, espérant une mauvaise nouvelle, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Peut-être ce qu'il y a de mieux à faire, c'est tout simplement de fermer l'ordinateur et de profiter des fêtes avec les familles et les amis. À ce sujet, je passe à tous vos auditeurs de très joyeuses fêtes. C'est très gentil. Au moins s'arracher pour finir dans le vert sur le CAC 40, ne serait-ce que ça, Nicolas. C'est bien la moindre des choses. Et au-delà de là, bien sûr, de passer de bonnes fêtes et repartir l'esprit plus léger en 2015. Merci beaucoup, Nicolas. Très bonne soirée à vous. À très vite sur BFM Business. Merci d'avoir été avec nous pour commenter cette fin de séance sur BFM Business. On marque nous une petite pause, 17h45, et puis on se retrouve dans un petit instant, quelques secondes, pour la dernière partie du Club de la Bourse. À tout de suite.